Bonjour mes amis et bienvenue de retour. Édition du vendredi. Bon vendredi à vous. C'est le jour froid de Brouski pour profiter de la fin de la semaine. Aujourd'hui, nous commençons avec une vidéo de Russes détruisant un F-16 ukrainien. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est vraiment pas le cas, car je vais vous laisser regarder la vidéo et vous faire votre propre opinion, mais je vais vous donner un petit indice. Nous avons vu la même chose arriver au système Patriot. Ce n'était pas ce que vous pensiez. Rubicon, qui est d'ailleurs la meilleure unité de drones russe. Ils ont publié cette vidéo en faisant cette affirmation. Quelle musique est ici. Oui, ils affirment avoir touché ce F-16 juste ici. Regardez ça, c'est le F-16 qu'ils ont touché. Ils étaient ravis, disant « Oui, on l'a détruit ». On est trop fort, mais analysons un peu. C'est celui qu'ils ont touché. Regardez cette entrée d'air, elle a cette forme triangulaire, ou comment dire ? Oui, c'est une forme triangulaire. Le vrai F6 a cette forme en demi-cercle, et bien plus lisse et affleurant. Celui-ci ressemble à une version en carton ou contreplaqué. Pourquoi ? Parce que c'est une maquette, c'est évident pour tous. Observez le nez, le cockpit et la prise d'air. Les ailes sont aussi plus basses et plus courtes. Oui, c'est une maquette, mais les Russes ont besoin de ce sentiment de victoire. Pour eux, ils ont touché le vrai F-16. Ne leur dites rien, laissez-les célébrer. Mais quand on parle de vrais impacts, je veux vous montrer quelque chose pour équilibrer cette émotion. Je veux vous montrer le résumé des frappes de 2025 en Crimée, publié par le SBU. L'unité Alpha des services d'eau secrets ukrainiens a publié cette vidéo, une compilation de 2025 uniquement en Crimée. Je vais la regrouper. Il s'agit de 5 aérodromes. 15 avions des dégâts d'une valeur d'1 milliard, 11 chasseurs et bombardiers, Su-30, Su-34, Su-27, 24 MiG-31, 3 hélicoptères, Mi-28, Mi-26 et Mi-8. Un avion de transport à Donov, 26 et des entrepôts. Regardons la vidéo. Ceci est une compilation des frappes en Crimée en 2025, toute l'année. Et les images. Je veux dire, vous pouvez toujours dire que ce ne sont que des maquettes. Mais ce qu'on a vu en Russie, c'est qu'ils utilisent de vrais avions sur ces aérodromes, pas dans des hangars en béton comme les forces de l'OTAN, qui utilisent donc des F-16 et des F-35 dans des hangars en béton. Ce sont des avions exposés à l'air libre. Certains sont peut-être des maquettes, mais la plupart non, et s'ils sont touchés, ce qui arrive, vous savez ce que font les Russes ? Ils amènent d'autres avions ici, ce qui déroute tout le monde. On se demande pourquoi. Mais nous n'obtenons pas de réponse et les Ukrainiens continuent simplement de les frapper. De belles images pour nous, des pertes coûteuses pour les Russes. Et il est vraiment difficile de prétendre que tous ces avions sont des maquettes sur 5 aérodromes différents en Crimée. Regardez, ils disparaissent d'un coup. En voici un autre, Antonium 26. C'est un avion de transport, un très petit avion de transport. Qu'est-ce qu'on a là ? La queue a été détruite. Antonium 26 encore une fois. Combien d'Antonium y a-t-il ? Ah, c'est le même. La queue a disparu. Il frappe maintenant le fuselage, puis on passe aux hélicoptères Mi-26. Ouais, oh, c'était une maquette. Ce n'était pas vraiment, c'était du contreplaqué. J'en doute. Je ne crois pas que les Russes utilisent donc ça des maquettes, car ils possèdent tellement d'équipements qu'ils n'ont jamais eu à y penser. En fait, c'est plutôt une chose occidentale, où un équipement, et c'est vraiment high-tech, est très limité en quantité. Donc il faut utiliser des maquettes. Mais pour la Russie, ils utilisent des maquettes. Mais c'est la vraie chose. Ils les mettent simplement à découvert pour que vous les détruisiez, puis ils en amènent un autre. Ils en ont vraiment beaucoup, mes amis. Un Su-34 et son équipage se sont écrasés aujourd'hui dans la région de Koursk. Au départ, on disait que cela avait eu lieu au-dessus de la mer Noire, dans le sud de l'Ukraine, et qu'un système Patriot l'avait abattu. C'était le brouillard de la guerre, de la désinformation. Il s'est écrasé près de Koursk et nous ignorons encore ce qui s'est passé. Ce que nous savons, c'est que l'avion a disparu et l'équipage aussi. Bien sûr, nous devons ces informations au blogueur militaire russe Fighter Bomber. Il nous informe toujours quand des avions russes s'écrasent. C'est une bonne journée pour tous quand cela arrive.
Les Russes ne confirment pas l'information sur le Su-30 qui aurait disparu des radars vers 21 heures au-dessus de la mer Noire. C'est une information que personne ne peut confirmer, bien que tout le monde en ait parlé. Ce que nous savons, c'est qu'à Koursk, un bombardier Su-34 s'est écrasé, un bombardier incendiaire. Le même blogueur militaire spécialisé dans l'aviation traite aussi un autre sujet, ce qui est étrange. Des bombardiers russes larguent des bombes planantes sur des villes ukrainiennes. Mais il semble que ces bombes planantes tombent périodiquement sur la ville de Belgorod en Russie et dans l'oblast de Belgorod. C'est juste à côté de l'Ukraine. Pourquoi cela ? Eh bien, découvrons-le. C'est une particularité russe, car ailleurs on éviterait les trajectoires de bombes planantes au-dessus de villes très peuplées. Les gens demandent des explications sur les bombes FAB qui tombent régulièrement sur Belgorod et ses environs. Le problème, c'est que les bombardiers et bombes russes frappent leur propre population, impossible à résoudre depuis 4 ans. Que faire ? Je vais directement à la conclusion. Quand cela s'arrêtera-t-il ? Quand la ligne de contact sera repoussée à plus de 200 km de Belgorod ou lorsque l'opération militaire spéciale prendra fin ? Parce que les kits UMPK, pas les UPAB comme tout mécanisme, ont tendance à tomber en panne de temps en temps. Voyez-vous, l'UMPK est ce kit d'aile. Pour ces grosses vieilles bombes d'avion, certaines produites en Union soviétique. Ce sont juste des bombes non guidées. Beaucoup d'explosifs. Les Russes fabriquent ces kits UMPK, les mettent sur ces bombes non guidées, et soudain, bam, vous obtenez une bombe planante. Les kits UMPK fabriqués en Russie dysfonctionnent parfois. Je n'ai pas à m'expliquer ici, et quand ils dysfonctionnent, la bombe tombe là où elle est larguée. Les bombardiers larguent parfois la bombe sur Belgorod ou l'oblast de Belgorod, car ils ne peuvent pas s'approcher plus près de la frontière ukrainienne, sous peine d'être abattus. La bombe plane sur les 15 derniers kilomètres, parfois même 20 km quand vous la larguez au-dessus de Belgorod ou de l'oblast avec les kits de guidage UMPK. Si ça échoue, si ça ne s'ouvre pas, la bombe tombe là où elle est larguée, directement sur Belgorod ou dans la région de l'oblast, sur la ferme de quelqu'un, c'est un problème. Le bombardier de chasse analyse toutes les options. Que faire et pourquoi ne pas agir ? Il blâme la nouvelle équipe, il blâme la précipitation dans la fabrication de ces kits UMPK, il blâme la quantité au détriment de la qualité de ces kits UMPK. Eh bien, il n'y a pas de réponse. C'est juste drôle que les Russes bombardent leur propre ville et il n'y a pas de réponse à cela. Laisse-moi et toi simplement profiter de ce fait d'information. De temps en temps, nous recevons un autre rapport d'Allemagne, ou du Royaume-Uni, ou de n'importe quel général d'Europe centrale. Il parle de comment la Russie va attaquer, en 2030, ou quelque chose comme ça, 2027. Peu importe la date, c'est comme ça. C'est bien qu'ils en parlent, car les pays d'Europe centrale doivent prendre cette menace au sérieux. Mais je suis ici simplement pour illustrer à quel point l'armée russe n'est absolument pas prête pour une quelconque guerre contre un pays de l'OTAN. Ils ont cannibalisé leur propre armée pendant 4 ans, l'épuisant complètement. Unité aux frontières finlandaises, estoniennes, chinoises de l'Extrême-Orient, forces de missiles au centre de la Russie et défense aérienne autour de Moscou. Toutes ces unités sont épuisées. La Russie retire des marins de sa marine, des équipages de missiles de ses forces de missiles stratégiques et des aviateurs de ses forces aérospatiales pour les envoyer en Ukraine comme fantassins. Il ramasse tout ce qui vit, écrit l'analyste militaire Viktor Kevliuk. Ces unités militaires étranges apparaissent lors d'une grave pénurie de réserves. Le commandant de la flotte du Pacifique, l'amiral Avak Jans, a été démis de ses fonctions quelques jours après une inspection surprise et réaffecté. Il gère des centres de formation jeunesse. Cela illustre simplement à quel point, avant tout, l'armée russe veut de l'infanterie, la chair à canon sur les lignes de front ukrainiennes, et par-dessus tout, elle va privilégier cela. Les forces de dissuasion nucléaire. Ah, nous n'en avons pas besoin, flotte de la mer Noire ou flotte de la mer du Pacifique. Ah, nous n'avons pas besoin des flottes de l'océan Pacifique. Nous n'avons pas besoin de cela, envoyez-les sur le front ukrainien avec les forces nucléaires. Ce qu'il nous faut, c'est de l'infanterie. C'est ce qu'ils font, ils cannibalisent leurs propres capacités, et cela aura des effets à long terme. On ne répare pas ça en quelques années. Oui, tu peux recruter des soldats en 1 an, tu peux même en recruter 1 million si tu veux. Si tu as cet ordre politique, mais que tu ne les formes ni disciplines, ils ont besoin de temps et de certains de ces gars-là.
Certains de ces soldats ou officiers ont besoin d'une décennie entière pour comprendre ce qu'ils font là-bas. Les officiers nucléaires, de missiles, chefs d'équipage et officiers deviennent chefs de section dans l'infanterie. Eh bien, on ne peut pas les remplacer en un an, il faut une décennie entière pour certains de ces hommes. Et la Russie, elle prendra cette décennie. C'est pourquoi il est bon que les pays d'Europe centrale parlent d'une attaque russe en 2030. Mais avec quelle capacité? Seulement de la chair à canon. C'est tout ce qu'ils peuvent envoyer. Voici pour illustrer ce point encore davantage. Nous avons ici toute une vidéo D. Quelle est la date? Le 24 janvier. Et il parle de la façon dont la FSP et les officiers de la police militaire, je vais vous lire tous les sous-titres, c'est très long. Les agents de la FSP et les officiers de la police militaire raquettent et exigent des pots de vin accusant les soldats d'abandon ou de mission non accomplie. 1,5 million de roubles pour les libérer, éviter l'humiliation ou l'envoi dans les unités d'assaut. En gros, ils disent « tu me paies ou je t'envoie à la mort » et ils le font. C'est très répandu en Russie. Alors qu'ont fait ces hommes comme solution? Ils ont avalé des clous, oui des clous en métal, parce qu'ensuite tu craches du sang et tu es très malade, donc ils ne peuvent pas t'envoyer. C'était leur réponse. Oh les pauvres gars, maintenant ils ont des clous coincés dans l'estomac. Ils ne savaient pas que les officiers du FSP russe qui ont ce genre de système pour se faire de l'argent n'en ont vraiment rien à faire. De tout ça. Si vous êtes handicapé ou crachez du sang, regardez ceci. Voici des photos d'une certaine unité de Russes qui disent que nous ne pouvons pas retourner sur la ligne de front. Ces gars-là n'ont plus de bras ni de jambes, et ils sont forcés d'aller au front dans ces bataillons d'estropiés envoyés comme de la chair à canon. Vous avez vu des troupes russes avancer avec des broyeurs vers les positions ukrainiennes, puis boum, ce sont ces mêmes soldats qu'ils doivent envoyer. Vous croyez qu'en crachant du sang, ils ne vous enverront pas, mais ils le font quand même. Dans le système russe, vous devenez un rouage d'une machine à broyer la viande. Impossible d'en sortir sans payer cher. Et même en payant, ils réclament encore ou vous envoient quand même. Une fois que vous êtes là-bas, les officiers vont vous soutirer tout votre argent, puis vous envoyer comme chair à canon. Ce système cannibale dévore tout. Les officiers qui réclament de l'argent seront bientôt à leur tour dévorés par des supérieurs. C'est ainsi que fonctionne l'armée russe. Ceci est un exemple de punition. Si vous ne payez pas, vous allez dans le trou. Nous en avons vu beaucoup, celui-ci est petit. Mais oui, ce type va geler. Et l'officier, tu vois ce qu'il fait, il les humilie de toutes les manières possibles. C'est comme ça qu'ils font. Je parle de l'armée russe. La dernière vidéo d'aujourd'hui concerne un autre pingouin. Je ne comprends pas pourquoi ils utilisent ces pingouins, les pauvres. Regarde, encore un trouvé. Il cherche où aller, perdu, cherchant sa liberté, et il la trouve finalement en Ukraine avec une grande et puissante explosion, en partant dans un grand fracas. Au fait, tu peux acheter ce costume si tu veux ressembler à ce Punchao. C'est censé être une couverture anti-drone, anti-tactique, avec protection thermique, une couverture anti-drone. Poncho Boom, ça sonne vraiment comme une description témue, mais c'est ce qu'ils utilisent. 2 pingouins déjà. Maintenant, mes amis, voyageons à Moscou. En ce moment, vous voyez une tempête massive. C'est une tempête parfaite qui couvre le centre de la Russie, les régions sibériennes. C'était vers le 28 janvier, donc il y a 2 jours. Elle se déplace très rapidement vers l'ouest. C'est une tempête qui aura des températures de moins 30 degrés Celsius jusqu'à moins 35, quelque chose comme ça, ce qui est incroyablement froid. Combiné à des vents forts, c'est de la folie, un enfer de froid. Elle est maintenant au-dessus de Moscou pour le week-end, donc il fera très froid aujourd'hui, demain et après-demain. Nous aurons sûrement de belles images. On pourrait même avoir des fontaines de merde, des pannes générales, des défaillances des transports publics, tout ce que la Russie tente à Kiev. Ils vont maintenant avoir ça à Moscou à cause du général hiver qui les frappe chez eux. Je suis content de voir ça. Tu vois, l'Estonie est juste à côté. Mais nous avons un climat maritime. Moscou a un climat comme l'Angleterre, donc pour nous, c'est toujours plus doux. C'est genre moins 26, moins 15. À Moscou, il fait 30 avec du vent. Prépare-toi aux fontaines de merde.
En parlant des coupures de services communaux, voici une carte de toute la Russie montrant les coupures de services communaux de janvier 2026. Il y en a tellement, ça empire chaque année. Lorsque la guerre a commencé, les plombiers et agents d'urgence prévus pour réparer cela ont été envoyés en Ukraine. Ces choses arrivent plus souvent et ne sont pas réparées aussi vite. C'est donc très grave. Par exemple, en ce moment à Moscou, certaines lignes de bus sont en panne. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les bus ne circulent pas, qu'il fait trop froid ou que les routes enneigées réduisent le service. Donc ceux qui fonctionnent ont une file d'attente énorme. Toutes ces personnes essayant de prendre la même ligne de bus, vous essayez d'utiliser les transports en commun. Moscou est une ville immense, mais tu dois attendre 2 heures après le travail pour rentrer chez toi. C'est fou, non ? Ton travail se termine à 17 heures, tu montes dans le bus, il est 19 heures. Tu attends 1 heure dans le bus, puis tu rentres. C'est misérable. Mais c'est ce que les Russes voulaient. Ils voulaient retrouver leur bon vieux temps soviétique. Et une chose qui illustre parfaitement l'Union soviétique, c'est faire la queue. Il y avait une file d'attente pour tout. Tout ce que vous faisiez, partout où vous alliez. Donc oui, ce sont les bons vieux temps soviétiques. Les temps de Brejnev sont de retour. Bienvenue dans la stagnation. Encore une autre vidéo sur le même problème. Cette file d'attente continue au sol. Elle était dehors, maintenant on va à l'intérieur et elle continue encore. Il y a des milliers de personnes ici qui attendent ce fichu métro ou bus. C'est vraiment mauvais, mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce que veulent les Russes. Ils disaient en vouloir retrouver l'Union soviétique, la restaurer. Nous y sommes, elle revient. Sperechnikov et Nastarova. Je ne sais pas lequel dire ici, mais oui, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. On finit la vidéo d'aujourd'hui avec Steven Seagal, dont on n'a pas beaucoup entendu parler depuis longtemps. Il apparaît parfois. Il a bien grossi. Actuellement, c'est une grosse boule qui se déplace. Il ne fait plus de jujitsu ni d'aïkido, excusez-moi. Vous le voyez ici manger une carotte offerte par Loukachenko. Je me souviens de cette vidéo où Loukachenko donnait les carottes à Seagal. Seagal était là, Samos a pris la carotte et a commencé à la manger. C'était drôle. Il vend un de ses nombreux manoirs en Russie, c'est un homme riche. Il vend ce manoir précis pour 7,5 millions de dollars, ce qui est une somme folle en Russie. Et regardez ça, c'est vraiment joli à l'intérieur. Honnêtement, regardez ça, waouh, il a même son propre cinéma et tout. Ce gars a beaucoup d'argent. 500 mètres carrés dans une résidence sécurisée de 22 propriétés. Je n'arrive pas à croire qu'il ait autant d'argent. Je ne sais pas si ça vient d'Hollywood ou si Poutine lui donne plus d'argent. Je ne sais pas. Mais il est clairement riche, je ne pense pas qu'il devrait avoir ce genre de richesse. C'est un être humain horrible. Vu ses actions à Hollywood, ses histoires ont émergé. Sa vraie place est en Russie, il y est à sa place. La punition pour lui ne pourrait être pire, la prison à vie ou vivre en Russie. C'est à peu près tout. Voilà mes amis, l'édition du vendredi. Je serai de retour pour vous la semaine prochaine, lundi, mercredi, vendredi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et jusqu'à la prochaine fois. Gloire à l'Ukraine et au revoir.